Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Guerre douanière avec la Chine, négociations avec Moscou, mais aussi avec l'Iran. Avec Trump, chaque dossier semble être une crise. Alors est-il imprévisible, erratique, dangereux pour l'ordre du monde ou remet-il en place le désordre mondial? En clair, faut-il le suivre ou rompre avec son Amérique? Alors le professeur Édouard Husson me soufflait hier au téléphone que cette succession de dossiers brûlants conduisent à l'avènement du monde multipolaire. L'argument était passionnant, alors le voici pour en parler. Face caméra en studio, Édouard Husson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent une nouvelle fois à l'appel de Choc du Monde. Vous êtes, je le rappelle, cofondateur du Courrier des Stratèges et de l'Institut Brennos. Merci encore une fois de votre présence ici. Comment voyez-vous, Édouard Husson, émerger ce monde multipolaire à travers toutes ces crises? En fait, il y a quelque chose qui ne dépend pas de l'élection de Trump, mais qui dépend du déclin américain relatif, qui est objectif, en particulier du fait de la désindustrialisation des États-Unis, et puis du fait que l'armée américaine s'est reposée sur ses lauriers des années 90, et qu'aujourd'hui, objectivement, la Russie est devenue plus performante militairement, et la Chine est, en particulier comme armée navale, est particulièrement affûtée. Et donc, on a un équilibre. Alors, Trump, lui, a pris conscience de ces changements, même s'il ne les formule pas, ou même s'il plastronne sur la nation exceptionnelle, et il tâche d'adapter les États-Unis. Mais c'est laborieux, c'est délicat. Laborieux, délicat, deux nouvelles circonstances. Nous allons évoquer la première des crises, peut-être la plus centrale d'une certaine manière. En Ukraine, une des frappes à Soumy aurait fait 32 morts, selon Kiev, en 2 frappes de missiles Iskander russes. La Russie, quant à elle, a affirmé avoir visé un rassemblement militaire. Trump a évoqué une erreur et fustigé la guerre de Biden à laquelle il veut mettre un terme, parce que derrière, évidemment, il y a les négociations en cours. Je vous propose, Édouard Husson, de faire un point là-dessus très rapidement. La relance des relations entre Moscou et Washington se déroule très bien, a commenté le 13 avril Dmitri Peskov. Quelques jours après la rencontre à Saint-Pétersbourg entre l'émissaire de Trump, Steve Witkoff, et Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin a néanmoins admis que la reprise de relations pratiquement à partir de zéro était très difficile, nécessitant des efforts diplomatiques très intenses, mais aussi du travail et du temps. Ce processus vise à recréer une atmosphère de confiance mutuelle, a-t-il ajouté, précisant qu'il fallait encore franchir de nombreuses étapes. Il nous faut simplement comprendre à ce stade la gravité des dommages portés aux relations bilatérales russo-américaines sous l'administration précédente, a-t-il taclé, et de prévenir. Les pourparlers ne sauraient déboucher sur un résultat immédiat, alors que les attentes du public et des médias à cet égard frisent toujours le maximalisme. Le Kremlin a néanmoins évoqué un entretien en tête-à-tête entre Trump et Poutine qui aura certainement lieu, dixit, le moment venu. Édouard Husson, l'essor du monde multipolaire, en fait, ça a quand même l'air de prendre du temps, si on peut dire ainsi. Mais ça prendra forcément du temps parce que le problème pour le monde, c'est que ce qu'on appelle l'Occident, on va dire l'Amérique du Nord et l'Europe essentiellement, sont dans le déni de réalité. C'est-à-dire que, bien sûr, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest ont marqué leur ascendant à l'issue de la guerre froide. Il n'empêche que c'est quand même l'Union soviétique qui avait levé les pouces en disant on arrête les frais. Mais après ça, il y a eu un triomphalisme. Et alors aujourd'hui, on ne voit pas qu'en 30 ans, le monde a énormément changé. Et le monde a changé parce que d'abord, il y a des puissances émergentes qui sont vraiment émergées, à commencer par la Chine, l'Inde, mais regardons la puissance économique de l'Asie aujourd'hui. Et puis parce que le reste du monde n'accepte plus les diktats du monde occidental. Et c'est ça qui rend difficile les négociations. Les négociations évidemment entre Washington et Moscou. Il y a eu un dégel, mais le dégel est semble-t-il assez lent. Witkoff, le conseiller donc de Donald Trump que nous avons entendu à l'instant, a déclaré sur Fox News que Poutine voulait une paix durable. Je cite, « Nous sommes peut-être sur le point d'obtenir quelque chose de très, très important pour le monde entier. » Exagère-t-il ou y a-t-il en effet quelque chose d'absolument capital ? Alors,
Il a raison sur le fond, c'est-à-dire que la guerre d'Ukraine a éclaté en février 2022 parce que Joe Biden n'avait répondu à aucune des propositions de paix de Vladimir Poutine à l'été 2021. Donc là, il semble qu'on ait un gouvernement américain qui soit plus ouvert à la volonté russe d'obtenir non seulement la paix en Ukraine, mais un règlement général sur la sécurité. Je rappelle qu'à l'été 2021, ce que voulait Poutine, c'était le retrait de troupes de l'OTAN d'un certain nombre de pays dans lesquels l'OTAN s'était élargie. Il ne voulait pas que ces pays sortent de l'OTAN, mais il voulait que les troupes s'en retirent. Est-ce qu'on ira jusque-là? Je ne sais pas. Toujours est-il que la dénucléarisation de l'Ukraine définitive, l'absence d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est fondamental, mais les Russes vont demander aussi d'autres garanties de sécurité. Voyez-vous là, justement, les frontières d'un monde multipolaire se dessiner au niveau de l'Europe de l'Est, mais aussi de manière plus globale avec le retrait, enfin l'enjeu de l'OTAN? Le monde multipolaire, il émerge forcément, puisque la grande surprise des Américains en 2022, c'est que la majorité des États du monde ne votent pas les sanctions contre la Russie. On va reparler aussi des tarifs douaniers. La grande surprise de Trump, c'est que la majorité des États du monde aujourd'hui, sur la question des tarifs douaniers, se solidarise avec la Chine. Donc, le monde multipolaire, il émerge de fait. Cette espèce de réalignement que personne n'a vu Trump venir sur cette affaire douanière, et personne n'a vu non plus cet alignement, peut-être en faveur de la Chine, mais aussi en faveur du libre marché. Oui, enfin, sauf que l'enjeu, il est plus que libre-échange protectionniste, parce qu'en fait, tout État fait du libre-échange et du protectionnisme. Il y a des protectionnismes cachés. Quand vous établissez des normes, par exemple, pour que tel type de produit ne soit pas acheté chez vous, c'est du protectionnisme. Ça passe pas par un tarif douanier, mais c'est quand même du protectionnisme. Les Allemands, les Japonais sont très forts pour faire ça. Donc, l'important, c'est de voir qui est avec qui. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les États-Unis sont relativement isolés sur ce sujet, comme ils l'ont été aussi sur le sujet des sanctions contre la Russie il y a 3 ans. Qui ont été d'ailleurs reconduites par Donald Trump il y a 48 heures. C'était une surprise ou pour vous pas plus que ça? C'est erratique, si vous voulez, parce que d'un côté, il lève les sanctions contre Kirillov qui est allé négocier à Washington avec Steve Witkoff et d'autres. De l'autre, il rétablit les sanctions, mais en fait, Trump, il n'est pas tout seul. Il y a ce qu'on appelle d'un bon ou d'un mauvais terme un État profond, en tout cas des réseaux du pouvoir à Washington, qui pendant longtemps ont tellement mangé des sanctions russes qu'ils n'imaginent pas que tout d'un coup on leur retire ça du menu. Donc tout ça va prendre du temps. Et c'est de ce point de vue-là, les Russes ou les Chinois ont un avantage, c'est qu'eux, ils pensent dans le temps long. Alors, on a le sentiment que Trump, lui, s'inscrit dans le temps court, dans l'instant, mais dites-moi si je me trompe. Vous avez déjà évoqué la guerre douanière qui a été déclenchée il y a 2 semaines, qui ouvre la question du système économique du monde multipolaire en gestation, qui pourrait ou non être un libre marché. Donc évidemment, je viens de le dire, mais Trump a ouvert les hostilités pour protéger l'industrie américaine avant de se rétracter, en tout cas sur une période de 90 jours. Pourquoi, selon vous, Édouard Husson, Trump a-t-il suspendu ces tarifs douaniers? Pourquoi s'est-il rétracté? Était-ce parce qu'il a senti, comme il le dit lui-même, avec le vocabulaire qui lui est propre, a-t-il senti les gens qui commençaient à devenir, je cite, nerveux? Oui, en fait, ce que je disais à l'instant, c'est que Trump n'est pas tout seul. Alors, on ne doit pas être surpris par ce qu'il avance, puisque ça fait des décennies qu'il parle de protectionnisme et qu'il dit qu'il est inquiet devant la désindustrialisation des États-Unis, avant même de se lancer dans la vie politique et alors même qu'il était quelqu'un qui était plutôt dans le secteur financier ou des services. Il a dit ça. Mais effectivement, on a vu la chute des bourses et un certain nombre de gens qui soutiennent Trump, qui l'ont porté au pouvoir, ont perdu beaucoup d'argent. Donc Trump est obligé de maintenir un équilibre. Ce qui me frappe quand même, c'est qu'aux États-Unis,
beaucoup de gens disent ça ne pouvait pas durer comme ça. La désindustrialisation, ça ne pouvait pas durer comme ça. La question, c'est de savoir si les tarifs protectionnistes suffisent. Il y a un gros problème de formation de la main-d'œuvre aux États-Unis, comme en Europe occidentale d'ailleurs. En France, si demain on veut réindustrialiser la France, est-ce qu'on a les gens formés pour ça? C'est la vraie question qui se pose pour tous nos pays occidentaux. Et c'est là que Trump est devant un dilemme, parce que les tarifs protectionnistes ne suffiront pas. Les Chinois ont justement plaisanté à ce sujet-là avec des images générées par l'intelligence artificielle, avec des Américains visiblement en surpoids, en train eux-mêmes de confectionner des baskets Nike ou des iPhones. La caricature est proche de la vérité d'une certaine manière, selon vous. Oui, il y en a même un qui est drôle, où on voit Trump, Musk, Vance et d'autres en train de finir des baskets, et ils ont un peu de mal visiblement. Ils savent pas comment on fait les dernières fioritures sur les chaussures. Mais bien sûr, pour vous donner un exemple, en 2020, Trump avait signé un accord avec l'usine de semi-conducteurs de Taïwan. Il y a un site industriel qui a été identifié dans l'Arizona. Eh bien, c'est seulement 4 ans après, donc Trump a eu le temps de partir et de revenir, que l'usine commence à fonctionner. Et quel est le problème qu'ont rencontré les Taïwanais? C'était la main-d'œuvre américaine. Elle n'était pas, en particulier, elle n'acceptait pas les horaires industriels. Elle n'acceptait pas, et puis elle n'était pas forcément formée à ce que c'est que le travail en usine. Et le travail en usine, c'est plus celui du 19e siècle, c'est celui du 21e siècle. Et les Taïwanais ont été obligés d'importer de la main-d'œuvre de chez eux. Donc ça en dit long. Alors je vais passer au Moyen-Orient, quasiment sans transition, mais c'est une zone de trouble du monde unipolaire qui disparaît. Qu'en sera-t-il en fait dans ce monde multipolaire que vous décrivez, Edouard Husson? Parce qu'il y a aussi, évidemment, je le rappelle, à l'heure actuelle, des négociations cruciales entre Witkoff, l'émissaire de Trump, encore une fois, et la diplomatie iranienne. Samedi dernier, elles ont eu lieu. L'argument de Trump, d'ailleurs, était quand même musclé. S'il faut recourir à la force, a-t-il dit, nous recourrons à la force. Israël sera bien évidemment très impliqué, il en sera le chef de file. On a l'impression qu'il a besoin de résultats, Donald Trump. Son initiative va-t-elle dans le sens d'une pacification ou risque-t-elle, selon vous, de mettre le feu aux poudres dans cette région qui est, encore une fois, un baril de poudre? Il faut se rappeler ce qu'est la géopolitique anglo-américaine depuis un siècle. Et même un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a les théories de Mackinder qui disent que les puissances maritimes doivent contrôler l'Eurasie. Et donc, on a un vrai sujet aujourd'hui du point de vue des États-Unis, ou de la Grande-Bretagne d'ailleurs, dont je rappelle qu'elle est très belliciste sur tous les sujets, c'est que la Chine et la Russie sont en train de transformer l'Eurasie et d'en faire une puissance. Et pas seul, il y a l'Iran. Il y a d'autres pays, la Turquie aussi va jouer un rôle. Et donc on voit bien que le conflit du Proche-Orient, il est dans ses profondeurs lié à ça. Bien sûr, il y a les intérêts d'Israël. Bien sûr, il y a la question des horreurs que commet l'État d'Israël sur le terrain. Il y a eu la déstabilisation de la Syrie. Il y a eu d'autres choses. Mais fondamentalement, la grande puissance aujourd'hui, c'est l'Iran dans la région. Alternative à Israël. Vous pensez que l'Iran a quand même subi des défaites depuis le 7 octobre? Non. Non, le recul. Là, alors la Syrie, oui, la Syrie. Mais quand il y a eu des échanges de tirs entre l'Iran et Israël, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias européens, mais l'Iran, en fait, a montré qu'il était capable de frapper Israël. Et c'est un grand changement. Le Hezbollah a quand même subi des... Alors là, non, je vous arrête. Non, le Hezbollah a été décapité dans son commandement politique, mais sur le terrain, si vous regardez la carte, les Israéliens n'ont pas plus avancé en 2024 qu'ils avaient avancé en 2006. Et simplement, actuellement, le Hezbollah se fait petit parce qu'il joue le jeu de l'accord gouvernemental libanais. Et donc, voilà. Donc, non, je pense que, en fait, l'Iran est plus armé qu'il y a 20 ans. Et d'ailleurs, c'est bien ce que savent les Israéliens qui en ont peur en termes d'armes conventionnelles. Ensuite, la question du seuil de l'arme nucléaire, il semble que l'Iran en soit encore éloigné. Mais évidemment, les négociateurs israéliens ont mis les pieds dans le plat en disant mais il n'y a pas que nous sur la question nucléaire au Proche-Orient. Il y a aussi Israël qui a clandestinement développé l'arme atomique et là on sait qu'Israël l'a. Donc on voit bien que ce qui se joue, c'est la question équilibre des puissances au Proche-Orient.
Donc est-ce qu'on arrive à trouver la paix entre Israël et l'Iran fondamentalement, et la paix entre la Turquie et ses voisins aussi fondamentalement, ou bien est-ce qu'on va vers la poursuite du projet hégémonique américain avec, je dirais, un petit État tourné vers les États-Unis, à savoir Israël, qui voudrait finir de détruire tous les États de la région. C'est ça, en fait, l'enjeu. Et évidemment, les Iraniens, appuyés par les Russes et par les Chinois, se battent, et pour l'instant diplomatiquement, pour qu'il y ait un équilibre des puissances. Le journaliste américain Tucker Carlson, plutôt allié de Trump bien sûr, a dénoncé il y a 48 heures la pression des néoconservateurs contre des frappes visant l'Iran. Y a-t-il un danger d'escalade ? Vous n'avez pas l'air de l'écarter totalement. Ah oui, il y a un danger pour beaucoup de raisons. D'abord parce que Netanyahou, depuis 25 ans, rêve d'une guerre avec l'Iran. Et en fait, il voudrait ne pas quitter le pouvoir avant de l'avoir obtenu. Donc c'est extrêmement dangereux. Parce qu'ensuite, il y a ce dont vous parlez, c'est-à-dire les réseaux aux États-Unis, appelons-les néoconservateurs, mais en fait, c'est assez diffus. Il y a des néolibéraux et des néoconservateurs, on les trouve chez les républicains et les démocrates, qui voudraient une guerre avec l'Iran. Et puis, il y a la tendance Trump, qui est une tendance plus réaliste, qui retrouve plutôt les inspirations de Kissinger, qui voudrait plutôt un deal, un accord, effectivement, on ne sait pas laquelle de ces deux tendances va l'emporter. Simplement, il y a une grande différence avec il y a 20 ans où la situation avait déjà été très tendue entre George W. Bush et les Iraniens. C'est qu'aujourd'hui, la Russie et la Chine sont de facto en appui de l'Iran et que si jamais Trump déclenche une guerre contre l'Iran, ça empêchera un deal avec la Russie. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Et je pense que les négociateurs américains commencent à le comprendre aussi. À comprendre que tout est lié. Tout est lié. Dans le monde actuel, tout est lié. Je parlais de la géopolitique de Mackinder ou celle de Brzezinski, pour citer le livre de 97, Le Grand Échiquier. Mais finalement, la question, c'est équilibre des puissances en Eurasie ou bien, au contraire, tentative anglo-américaine de proroger la domination occidentale. Et d'autant plus que Trump n'a pas reculé devant des frappes. Le 4 avril dernier, 200 frappes américaines ont été menées contre les Houthis au Yémen. Là, on redécouvre un Trump plus martial que pacifiste. Oui, mais parce qu'en fait, le président américain, quelles que soient ses intentions, il est pris dans des contraintes, il est pris dans des réseaux de pouvoir. Et là, il y a un vrai sujet, effectivement, c'est que Trump voudrait un accord avec l'Iran. En échange, il laisse les mains libres à Israël vis-à-vis des Palestiniens, ce qui n'est pas très glorieux, hein, faut quand même s'empresser de le dire. Et ce qui l'agace, c'est que, laissant les mains libres à Netanyahou, qui a recommencé la guerre de Gaza, aussitôt les Yéménites ont recommencé à contrôler le détroit de Bab el-Mandeb. Et donc, c'est d'où la rage, effectivement, du pouvoir américain. On le rappelle, 12% du trafic maritime mondial passe par ici. Oui, et au passage, ça touche énormément l'Union européenne. On ne devrait pas soutenir ces frappes américaines. Vous pensez que l'Union européenne, pâtit concrètement de la présidence Trump ? Oui, parce que Trump n'aime pas l'UE. Alors certains s'en réjouissent et effectivement on voit bien l'idée qu'il y a, c'est que Trump pourrait aider à détruire la bureaucratie de Bruxelles, mais il faut bien prendre conscience quand même du fait que Trump n'aime pas l'Europe, l'Europe comme puissance. Et de ce point de vue-là, il faut se rappeler que c'est quand même lui qui avait mis en cause Nord Stream avant que Joe Biden le fasse saboter. Et d'autre part, Trump, si jamais il échoue dans son combat douanier et économique et financier avec la Chine et avec d'autres, il compensera aux dépens de l'Europe et il essaiera d'absorber la substance européenne, de faire venir les entreprises européennes aux États-Unis. Puis enfin, rappelons quand même que s'il saisit le Groenland, il saisit un territoire européen. Ce qui se dessine là, en fait, c'est vraiment la question de Donald Trump laissera-t-il faire d'une certaine manière ce monde multipolaire ? On aurait pu rêver dans un monde multipolaire d'une Union européenne puissance, d'une Union européenne autonome vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis d'autres puissances. Là, en l'occurrence, si monde multipolaire il y a, Trump ne le laissera pas totalement faire, ou en tout cas continuera potentiellement d'écraser ceux qui pourraient se rêver alliés, mais qui en fait, de facto ne le seront pas. Alors, les États-Unis n'ont pas le choix. De toute façon, le monde multipolaire se fera. La question, c'est de savoir quel va être le degré de résistance. Est-ce que Trump va se contenter de replier les forces américaines sur le continent américain
comme il a l'air de le faire quand il parle d'annexer le Groenland, d'annexer le Canada, ou est-ce qu'il va être entraîné dans la prorogation de conflits, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient, parce qu'il s'agit, ou à Taïwan, parce qu'il s'agit de maintenir l'Empire américain tel que l'ont légué ses prédécesseurs. Et ça, personne ne peut y répondre, mais selon la capacité de Trump à être plus ou moins pacifique, eh bien, l'avènement vers le monde multipolaire sera plus ou moins difficile. Plus ou moins difficile. Alors si on inverse la perspective, Édouard Husson, ce qui frappe du côté européen, c'est la difficulté d'Ursula von der Leyen et bref des bureaucrates européens à avoir de la suite dans les idées. Ils ont été surpris par les propos, mais les politiques de Donald Trump depuis janvier. Ma question est la plus simple à poser, la plus complexe à répondre. Que faire face à Donald Trump, qui ne joue pas évidemment la carte des intérêts européens? Et j'ai combien de temps? vous avez encore quand même un petit peu de temps, vous avez 6 minutes. En fait, le drame des milieux dirigeants européens, c'est qu'ils ne comprennent pas le basculement du monde. Et alors, ils ne le comprennent pas parce que les États-Unis d'avant Trump ont bien fait leur travail. Si on regarde des programmes comme les programmes de Young Leaders et autres, ce sont des programmes qui ont extrêmement bien formé, du point de vue américain, formaté, je veux dire, les dirigeants européens. Aujourd'hui, on a en Europe, en Allemagne, en France, à la Commission européenne, on a des gens qui sont des atlantistes pur jus et qui voient le monde de manière manichéenne. Et alors tout ce qui n'est pas pro-occidental, c'est des grands méchants. Alors ça ne facilite pas les choses parce que là, tout le monde est déphasé. Il y a un président américain qui joue plus selon les règles anciennes exactement. Alors là, on dit, mais est-ce que toi aussi, t'es du côté des grands méchants? Bon, mais le problème, c'est que où sont les intérêts européens là-dedans? On a une chose évidente, c'est que prenez l'industrie allemande. Les coûts pour l'industrie allemande ont augmenté de 25 à 30% à cause de la fin des contrats énergétiques russes. Bon, je dois dire que quand je vois la mentalité belliciste du probable futur chancelier allemand, Friedrich Merz, je me dis, mais enfin, il travaille pour d'autres intérêts que pour l'Allemagne, c'est pas possible. Parce que la priorité pour le successeur d'Olaf Scholz devrait être la réconciliation avec la Russie du point de vue des intérêts économiques allemands. Et donc, on est assez perplexe dans la mesure où on a l'impression que cette classe politique européenne ne comprend pas le nouveau monde. Regardez, ils veulent se réconcilier avec la Chine contre les États-Unis après avoir insulté la Chine pendant des mois et l'avoir menacée de représailles commerciales. Il y a un moment où il faudrait être cohérent. Le manque de cohérence, j'ai envie de poser une question quasiment politiquement incorrecte. Voyez-vous en fait là un État profond transnational ? Alors, c'est difficile à dire. Je me méfie un peu de la notion d'État profond. Il y a des réseaux de pouvoir. Pendant longtemps, ils ont été centrés sur Washington. Il y a un globalisme, ce que j'appelle le globalisme, c'est-à-dire un certain nombre de dirigeants occidentaux, nord-américains, européens qui adhéraient à l'idée d'un monde ouvert, dominé par les États-Unis. Trump amène autre chose. Et on voit bien que le drame à ce moment-là, c'est que nos oppositions dans nos pays sont quand même relativement faibles encore, et elles ont du mal à émerger parce que nos milieux dirigeants, nos élites, si on peut les appeler comme ça, sont très monolithiques. Regardez le problème du populisme face à l'élitisme. Bon, si on peut utiliser les deux termes. Donc ça va prendre du temps. Et il y a beaucoup de pièges aussi dans Qu'est-ce qui tout prendra ça. Exactement du temps en fait. De faire émerger à nouveau des gouvernements européens indépendants d'esprit. C'est ça qui va prendre beaucoup de temps parce que on a perdu la formation. Regardez la merveille qu'était la diplomatie française il y a encore 30 à 40 ans. Et aujourd'hui, regardez que il y a au Quai d'Orsay les derniers des Mohicans qui essayent de garder la notion d'un monde complexe. Et on a, au lieu de ça, des espèces de néoconservateurs et au petit pied qui voudraient que la France participe à toutes les guerres occidentales. Tout ça n'est pas bien sérieux. Des néoconservateurs au petit pied au Quai d'Orsay, eh bien ce sera le mot de la fin. Édouard Husson, merci beaucoup d'avoir une nouvelle fois répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager le Choc du Monde. Merci à tous et bonne soirée.